La théorie de Moïse, maintenant, vous êtes formé. Si vous n'êtes pas formé, il faut aller voir la vidéo Psychodélique et Tatiana Ventose confirme la prophétie de Moïse. Et puis il y avait une vieille vidéo aussi sur le retour du clivage droite-gauche avec Papacito et Nicolas Framont sur la chaîne. Donc vous allez voir ça et vous saurez enfin ce que c'est la théorie de Moïse. Donc la théorie de Moïse, c'est qu'en ce moment, les rouges-bruns, les confus, les apolitiques, ils doivent choisir leur camp parce qu'il y a deux camps qui se reforment, une vraie droite. Une vraie droite, Ciotti, Zemmour, Le Pen. On voit même le centre qui est en train de dériver vers cette droite, qui essaie de garder un peu ses éléments bourgeois, centristes, un peu plus progressistes, même s'il les a relativement perdus et qui se sont barrés dans la NUPES. Et puis dans la NUPES, et plus à gauche que la NUPES, on a un pôle gauche qui se forme. Et donc voilà, faut choisir, c'est l'instant décisif, et on voit tout le monde choisir en ce moment. On va en parler de plusieurs, Tatiana notamment, mais là on va parler de Loïc Chéniaud. Alors Loïc Chéniaud, déjà depuis quelques jours, quelques semaines, il a fait la tournée de ses potentiels alliés politiques. Alors, cette tournée, c'est rencontre et entretien aujourd'hui entre Loïc Chéniaud et Nicolas Dupont-Aignan. Il y fut question de la souveraineté nationale et de la reprise du pouvoir sur le travail par les travailleurs. Ça veut dire quelque chose quand même, parce que pendant longtemps, Loïc Chéniaud, il a été dans une posture un petit peu de confusion, je pense. C'était quelqu'un où moi, j'avais toujours l'espoir qu'il switch du bon côté. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a plus de boutiquerie à faire aussi de l'autre côté, ou peut-être qu'il y a une situation sociale, une histoire de vie, j'en sais rien, qui le pousse à aller plus à droite. Et donc voilà, aujourd'hui, il sort un livre sur... c'est pour une souveraineté intégrale, un truc comme ça, je crois, le livre. Déjà, ça en dit long sur la saucisse. Pourquoi ? Parce que intégrale, ça renvoie quand même... à un lexique de l'action française, hein. Quand on entend intégrale, on connaît, hein, on connaît les bons bails avec intégrale dedans, et puis souveraineté intégrale, ça laisse un peu le doute toujours à savoir si c'est la souveraineté populaire, si c'est la souveraineté nationale. Et là malheureusement il nous parle de la souveraineté nationale. Souveraineté nationale, ben je suis désolé, mais dans les années 70, on n'était pas dans l'Union Européenne, il y avait une souveraineté nationale, on était quand même dominé par la bourgeoisie, et donc bon, c'est quand même pas si évident qu'un marxiste et un communiste, il doit mettre en avant la souveraineté nationale. Bref, donc il est en train de se moïser, quoi. Donc là, on le voit avec Dupont-Aignan. Là, on le voit dans les locaux de Radio Courtoisie, donc l'ancienne, la radio où Henri de Lesquen avait avant son rond de serviette. Invité chez Radio Courtoisie ce matin, Loïc Chéniaud a eu l'occasion de présenter son livre Pour une souveraineté intégrale, publié chez Perspective Livre. J'ai vu cette interview, j'aurais pu vous la passer, je l'ai pas passée, j'ai décidé de vous passer une autre, vous pouvez aller la voir, c'est pareil, c'est extrêmement droitier. Encore une fois, des thématiques où moi ce que je lui reproche, c'est pas d'aller dans des médias de droite, c'est d'aller que dans des médias de droite. Bon, il va dire je me fais pas inviter, mais en même temps, vu ce qu'il dit dans les médias de droite, il se fait pas inviter à gauche après, parce que il y va pour taper sur la gauche et pour les brosser dans le sens du poil. Pendant tout le long de cette interview, il dit ah oui, mais déjà l'intervieweur dit vous allez voir, on a beaucoup de choses en commun, ne fuyez pas parce que vous entendez communiste. Et il va pas du tout cliver, et il va leur montrer en fait que voilà, donc le projet communiste, ça ressemble quand même bien au projet des gens qui sont à Radio Courtoisie, quoi. C'est quand même assez étonnant. Bref, ensuite, il est allé à la matinale de ligne droite. La matinale de ligne droite, donc c'était la même chose, c'était avec Radio Courtoisie, je vous dis des conneries. C'était la même chose, et ensuite du coup il est allé chez Vincent Lapierre. Chez Vincent Lapierre, je viens de voir l'interview, c'est pareil, c'est extrêmement confus, de mon point de vue, extrêmement confus, c'est-à-dire il dit ah ouais non mais quand même la droite et la gauche, ça fait pas sens et tout. Déjà quand on entend ça souvent, on a des positions confuses. Et du coup il y a un moment, Vincent Lapierre il dit mais du coup qu'est-ce qui fait sens comme clivage si c'est pas la droite et la gauche? Et là je me dis bon, il va la jouer soft, il va dire bah c'est la bourgeoisie contre le prolétariat. Je me suis dit bon, c'est pas si mal comme réponse, ni droite ni gauche, bourgeoisie contre prolétariat, pourquoi pas? Et là il répond ah bah non, mais c'est entre les souverainistes et les mondialistes. Et là on voit qu'il est encore dans un imaginaire soraloïde qu'on entend depuis 15 ans. C'est nimp quoi, enfin... Ces gens-là, en fait, sont enfermés dans l'imaginaire soralien, et ce qu'ils veulent, c'est un Soral pas antisémite, quoi. Un Soral pas antisémite, ça leur va
à merveille. Et d'ailleurs, il a fait un petit peu le Sauralopithèque en nous expliquant que lui, voilà, il en imposait. Contrairement à cette gauche qui a trahi, qui met en avant la lutte des races et la lutte des sexes par rapport à la lutte des classes, enfin blabla, vous entendez toujours ce truc-là depuis 20 ans, ça n'a plus rien d'intéressant. Et il nous explique que si il va dans les quartiers avec Usul à côté de lui, ben on sait très bien qui se fera frapper ou pas. J'ai trouvé ça assez bizarre aussi comme truc. C'est vraiment le truc viriliste qui en plus... Je suis désolé, vu comment il est habillé, je pense qu'il tient peut-être moins longtemps dans les quartiers qu'Usul. Encore une fois, ce concours n'a aucun sens, je veux dire, mais il a l'air d'être un petit peu petit bourge et tout. Il se donne ce style vestimentaire de petit prof. Donc je vois pas du tout pourquoi il fait le malin par rapport à ça. Donc écoutez ça. Mais la réalité surtout, c'est qu'en dehors de Twitter... j'aimerais bien savoir, moi j'aimerais bien qu'on aille dans certains quartiers ensemble, vous et moi, avec Usul par exemple, et qu'on voit qui est le mieux reçu. Ça m'intéresserait beaucoup. Je le sais déjà en fait, on le sait déjà. Donc en dehors de ce qu'ils peuvent rencontrer comme succès sur Twitter qui concentre. Enfin, vous avez vu le délire, enfin, je pense si Usul va dans les quartiers avec Bassem, je pense que Bassem est mieux accueilli. Si Usul va dans les quartiers avec Loïc Chéniaud, je parie peut-être plutôt sur Usul, moi, mais après, peut-être que c'est Chéniaud, mais c'est pas du tout. T'es pas un caïd en fait, et on s'en fout que tu sois un caïd, je sais pas pourquoi il fait le viriliste comme ça, mais. Bref, on va se regarder une vidéo YouTube où il parle des fameuses émeutes. Les émeutes, il utilise ce terme, effondrement de la République française, et il va nous expliquer un peu ce qu'il en pense. Bonjour Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour un entretien un peu inattendu. En effet, on ne pouvait pas se douter jusqu'à il y a quelques jours que la France allait être mise à genoux par des adolescents entre 14 et 18 ans. Ça a été un fait un peu étonnant qui nous a obligés à revoir le programme des vidéos. Donc en effet, on va revenir sur les émeutes que connaissent actuellement. Déjà l'introduction, elle est un peu biaisée. Les adolescents entre 14 et 18 ans, il n'y a pas que ça. Bon, je pense que c'est pas des gens de terrain, ils sont pas allés sur le terrain. Moi, les gens que je connais, j'y suis pas allé non plus parce que j'habite pas du tout en banlieue et vers chez moi c'était relativement calme, j'habitais à la campagne. Mais voilà, moi les gens que je connais qui y sont allés, ce qu'ils m'ont dit c'était très ethnique, c'était quasiment que des Noirs et des Arabes, d'ailleurs c'était à déplorer. Parce que on voit que la convergence c'est pas encore ça, et que quand certains disent oui les Noirs et les Arabes ils viennent pas tant que ça dans les mouvements des retraites, ouais, mais dans le cas inverse c'est aussi le cas. C'est jeune, mais dire que c'est entre 14 et 18 ans, c'est quand même un petit peu abusé, quoi. On va maintenant rentrer dans le vif de l'entretien. Je vais commencer en faisant un lien avec ton dernier livre, Pour une souveraineté intégrale. Donc, dans ce livre, tu parlais du développement des sécessionnistes, donc qui est lié à la déliquescence de l'État français, de l'État républicain. On semble aujourd'hui complètement là-dedans avec les émeutes. Est-ce que tu peux revenir justement sur ce phénomène des sécessionnistes? Est-ce que tu peux le développer? Alors effectivement, comme tu l'as souligné depuis mardi maintenant, depuis le 27 juin, on assiste à des épisodes totalement inédits, il faut le dire, sans précédent. Effectivement, on parle de 2005, mais là je pense qu'on a franchi encore un cap supplémentaire. C'est ça, sincèrement, j'aimerais bien avoir des analystes, des gens vraiment spécialisés là-dedans qui nous disent, mais j'ai pas l'impression que ce soit pire que 2005. J'ai l'impression que ça s'étiole déjà là au bout de 5-6 jours. Donc on va voir la suite, mais non, dire oui c'est bien pire que 2005. 2005 ça a duré 3 semaines quand même, il y a eu 3 morts je crois. Bon, je sais pas ce qui lui permet de dire ça moi. On pense notamment à des épisodes certains soirs comme à Marseille où finalement les forces de l'ordre ont été contraintes de reculer et ont dû faire face effectivement à un ensemble d'exactions hors du commun et qui s'étendent sur la grande majorité du territoire, en tout cas dans les villes moyennes ou dans certaines métropoles. J'aurais envie d'ajouter même, puisqu'on entend beaucoup de gens se référer à ce film qu'on avait pu critiquer, mais à Athéna pour nous dire nous sommes dans Athéna, eh bien j'ai envie de dire que ce soir et depuis déjà au moins 2 soirs, nous sommes même déjà au-delà d'Athéna, c'est-à-dire que ça ne se localise pas uniquement dans un seul lieu, dans une seule cité, et finalement, eh bien, le fait de faire reculer l'autorité de l'État, de faire reculer les forces de l'ordre, ça a déjà été fait, et finalement, on sent bien que c'est la pagaille généralisée. Donc effectivement, nous parlons des sécessionnistes pour désigner très clairement l'ennemi politique. L'ennemi.
Les sécessionnistes, l'ennemi, le mec, il a le vocabulaire de la loi séparatisme. C'est étonnant, à l'analyse matérialiste, on aimerait bien, plutôt qu'une analyse un peu morale, je pense que c'est l'ennemi. Hein. Qui prend différentes formes. On pourrait parler bien sûr du capital apatride, évidemment, que l'on vise toujours et qui n'est pas anodin là encore dans ce qui est en train d'arriver. On peut désigner aussi bien sûr les nouvelles couches moyennes supérieures, notamment urbaines, très écologistes, hein, qui nous font croire que nous sommes tous dans le même sac pour justement sauvegarder Gaïa et oublions justement des distinctions. Ça, c'est incroyable, ça. On est dans une période de fascisation du pays où les syndicats nous expliquent voilà, les hordes de sauvages, les nuisibles, les syndicats de police, évidemment, où il y a une alliance qui est en train de se former, qui est trop fragile, qui ne s'est pas assez impliquée, qui est la NUPES. Au lieu de faire avec, au lieu d'essayer de faire ce qu'il faut avec ce qu'on a, il se dit, ouais, on va cibler quand même deux types de populations, les gens qui se rebellent dans les cités, et les bobos progressistes de gauche. Alors moi je suis désolé Loïc, mais je choisis 1000 fois Sandrine Rousseau par rapport à Eric Zemmour, et je pense que c'est ça qui nous différencie. C'est que moi, entre Rousseau sur qui tout le monde tape H24 à la télé, et qui fait relativement le taf, c'est-à-dire qui est pour la retraite à 60 ans, qui est bon des fois dans des trucs un peu ridicules, d'accord, mais sur qui voilà l'entièreté du champ politique entre Macron et l'extrême droite tape, et des types genre Radio Courtoisie, je sais faire la part des choses, et je sais sur qui on peut faire un bout de chemin ensemble si voilà on se fait pas trop dominer. En plus ça peut vraiment être une force d'avoir des forces de petite bourgeoisie progressiste, tout ça, alors que par contre venir se soumettre à des forces de la petite bourgeoisie et de la grande bourgeoisie réactionnaire, c'est absolument débile, je trouve, mais bon. Voilà, on pense sûrement pas pareil à ce niveau-là. Hein. Fondamentales, les particularités nationales, etc. On a souvent eu l'occasion de s'y arrêter, mais le troisième groupe qui correspond à ces sécessionnistes, c'est aussi les racailles et cette délinquance que nous voyons proliférer très clairement ces derniers jours. Or, on le voit bien justement ici, la maîtrise des rodéos, puisque... Les racailles, hein. Les racailles, en fait c'est Sarkozy le mec. C'est Sarkozy, les sécessionnistes, voilà. C'est Sarkozy, il se bat contre les bobos de gauche et puis les racailles. Effectivement, Naël, qui n'avait visiblement pas grand-chose d'un petit ange, n'en déplaise à Kylian Mbappé, eh bien... Mais pourquoi c'est devenu Damien Rieu, le mec? Mais... Non mais tu peux dire voilà que Naël il avait des trucs à se reprocher, d'accord, mais le mec est mort. Le gars est mort, il avait pas à mourir, il aurait pu être jugé pour refus d'obtempérer, ok, pas de souci. Voilà, enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens de venir dire ouais, c'est une racaille, ce n'est pas un petit ange, et de faire le malin comme ça derrière son écran. Ici, pratiquer ce qu'on appelle les rodéos, effectivement, dans un véhicule de location dont il n'avait pas le permis, et pour occuper l'espace public. Et finalement, tout cela, cette occupation... Et pourquoi il met les rodéos dans l'histoire et tout ? De l'espace public traduit déjà une forme de reconquête des territoires pour exprimer à l'égard de la nation française, à l'égard de l'autorité de l'État, le fait que certains décident de faire sécession avec la République, décident de faire sécession avec la nation française et d'occuper des... Ce mec croit que les gens des banlieues ont décidé de faire sécession avec la nation française, quoi. C'est pas du tout le processus inverse en fait. C'est pas du tout des gens qui sont totalement dominés, qui n'ont pas forcément de perspective, à la fois sociale, culturelle, économique, politique, et qui de fait du coup sont ségrégés, quoi, sont séparés, et qui après oui reforment des formes de comment ça s'appelle, de collectif, de tribalisme, des trucs comme ça, qui peuvent être parfois délétères, je suis d'accord, mais dire qu'en gros c'est eux qui ont choisi de faire sécession, c'est inverser totalement le truc, quoi. C'est pas des mecs qui sont en soi méchants et qui vont choisir de faire sécession par pur plaisir, quoi. C'est ridicule. Des territoires sans accepter une quelconque autorité qui serait supérieure à la tribu à laquelle ils appartiennent. Donc on assiste... Ouais, c'est trop bien, hein, c'est vraiment... mais en fait, il faut juste le laisser parler. Là, vous voyez ce que c'est la théorie de Moïse. La théorie de Moïse, elle est sous vos yeux, là. Très clairement, ici, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec un grand mouvement révolutionnaire. Là aussi, on n'en déplaise encore une fois aux grands romantiques de la rue d'Ulm qui bénéficient de quartiers privilégiés. Et là, on voit bien encore une fois... Et là, encore une fois, il tape sur des zones de paille. Personne, à part Cro-Blanc,
qui dit que la gauche pense ça, hein, pense que actuellement les révoltes dans les quartiers c'est des révolutionnaires. Mais je veux dire, personne, même le plus gauchiste des gauchistes pense pas ça. C'est évident que non. C'est évident que c'est pas structuré. C'est de la violence assez pure, assez éparse, qui va du coup brûler des conneries parfois. Y a pas de revendication politique consciente. Voilà, et personne ne dit que ces mecs-là sont des révolutionnaires. Par contre, on dit qu'on essaie de comprendre de quoi c'est l'expression et comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de donner un débouché politique pour justement canaliser ça. En fait, le problème, les gens disent oui, il y a de la récupération. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de récupération politique en réalité. S'il y avait vraiment une récupération politique de ces mouvements-là, ça ne serait pas éparse comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Black Lives Matter aux États-Unis. Aux États-Unis, les partis politiques sont descendus dans les rues et ont permis aussi d'aider à structurer un mouvement et à construire des revendications politiques. Parce que quand on n'a pas de revendications et c'est la première fois qu'on descend dans la rue, surtout quand on est jeune et tout et qu'on essaie de faire le meilleur snap, bah ça donne pas grand chose. Oui. Mais aller dire aux gens que que la gauche pense que c'est des révolutionnaires, c'est ridicule, quoi. L'alliance objective qu'il peut y avoir entre, d'un côté, ces nouvelles couches moyennes supérieures, souvent éduquées, etc., et ces racailles dont ils ne subissent pas encore tout à fait le désordre, malheureusement. Voilà, c'est l'alliance objective du lumpen et de Sandrine Rousseau. Non mais il reste toujours dans ce truc-là. Après la vidéo qu'on a fait sur lui, où il n'a pas pu répondre, parce que je vous rappelle aussi qu'on a produit une vidéo sur la chaîne Pas du Ring sur justement le lumpen prolétariat et il n'y a jamais répondu. Il n'a jamais répondu parce qu'on a raison en fait. Le lumpen prolétariat, ça décrit aussi bien les mafieux que les policiers, que les écrivassiers. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est le lumpen prolétariat qui descend dans la rue ? Ben non en fait. Non, et on voit très bien par exemple à Bagnolet que les trafiquants de drogue empêchent justement le mouvement actuel parce qu'ils veulent continuer de boutiquer de la drogue. Donc le lumpen prolétariat, des fois, il est même à l'inverse de ce que dit Loïc Chéniaud et du fait qu'il y ait des émeutes. Parce que ils ont besoin de faire de l'argent et le fait que tout crame, c'est pas forcément mieux pour faire de l'argent, quoi. Donc ce concept de lumpen, il est foireux jusqu'au bout. C'est beaucoup plus simple en fait de parler de mafieux par exemple, de dealer. On voit ce que c'est un dealer, on voit ce que c'est un mafieux, on peut décrire que de parler de lumpen, on voit pas exactement ce que c'est. Et en plus de ça, je vous dis, il y a la police dedans, la police qui prend des primes pour aller réprimer les mouvements sociaux. C'est aussi du lumpen dans certains textes de Marx et d'Engels. Je vois pas l'intérêt qu'il a aujourd'hui de faire ça, à part pour pouvoir cacher le fait que lumpen, au final, ça veut dire population immigrée. Et on l'avait prouvé, ça, dans la vidéo avec Antoine Goya sur ma chaîne Pas du Ring, quand il parle dans un article sur son site, quand il a écrit le lumpen remplaçant, quand le gars dit le lumpen immigré, des choses comme ça, on voit bien de quoi il parle, quoi. Et quand il décrit des toxicos blancs, il dit que c'est pas du lumpen. Donc c'est quand même très étonnant, quoi. En réalité, justement, la seule convergence des luttes qu'il y a à l'heure actuelle, c'est celle des parasites et des pillards contre le peuple français. La délinquance des rues est celle en col blanc, telle que nous l'avions décrit, telle que je l'avais décrit encore une fois il y a déjà de ça plusieurs mois, où j'avais expliqué justement cette alliance objective, non dite, non su, non établie véritablement, mais qui, encore une fois, est attestable ces derniers jours. Et donc ce type, en fait, est devenu un véritable ennemi politique. Son but, c'est de militer contre les mouvements des banlieues et contre la bourgeoisie progressiste. Et en gros, lui, son truc, c'est de passer dans des médias de droite et de taper sur la NUPES, parce qu'il considère que la NUPES est trop composée de gens de ville qui peuvent être des gens de ville progressistes et cèdent trop aux revendications des banlieues, quoi. C'est vraiment l'anti-progressisme, quoi. Et on doit dire que cette sécession, elle n'est pas le produit de problématiques économiques et matérielles seulement, voire même pas du tout parfois. Il y a une scission très claire avec d'un côté, disons-le, une majorité
qui a renoncé à utiliser la violence pour se faire justice elle-même et qui a délégué ce rôle à l'État et à la police, qui est le propre, disons-le, du contrat social. Cette majorité-là, ce sont les producteurs sédentaires. Et de l'autre, nous avons finalement ces racailles, pillards, qui finalement sont solidaires sur des bases d'abord et avant tout ethniques, tribales, et qui refusent en réalité la souveraineté de l'État au profit de leur logique totalement archaïque. Non mais vous voyez, qui refusent la souveraineté de l'État, ils sont totalement archaïques, machin. Est-ce que c'est pas plutôt le fait que cet État les ait abandonnés et même au niveau culturel, aujourd'hui, on pose toujours la question de l'islam. La dernière fois, c'est des abayas. Un an avant, on a les burkinis, des trucs comme ça. C'est-à-dire que l'État représente, pour ces gens-là, tout ce qui est oppressif envers eux et ce qui, en plus de ça, les défavorise tout le temps. C'est-à-dire qu'au niveau des hôpitaux, c'est pourri. Au niveau des écoles, là, il y avait un papier qui disait que c'était la meilleure école de Seine-Saint-Denis et elle n'était pas mieux dotée que la pire école parisienne, quoi. Enfin, c'est totalement dingue. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui ont l'impression que l'État est contre eux et qui se rebellent contre l'État. C'est compréhensible, en fait. Et Loïc, il fait comme tous les droitards, c'est-à-dire qu'il enlève le statut de sujet politique, le statut de sujet collectif qui a une action significative, qui est une action sensée dans l'histoire, pour dire ah ben non, c'est juste des pillards, c'est juste des ennemis, en fait, ils font sécession de l'État, quoi. Il comprend pas, en fait, la signification de tout ça. Et encore une fois, je vous renvoie à ce que je disais, ça veut pas dire que c'est raisonnable, c'est pas forcément... Enfin, je veux dire que quand on brûle une école, moi je suis pas pour, je veux dire c'est pas raisonnable, mais par contre on comprend pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui brûlent des écoles. Et dire juste ah non mais ils sont archaïques et puis c'est le lumpen, bah je suis désolé mais c'est pas une analyse qui fait sens, quoi. Et nous devons insister sur le fait que ces bandes fonctionnent bien sur des bases ethniques, religieuses et criminelles. Et ce n'est pas nous, encore une fois, qui souhaitons insister sur ces points-là, c'est une réalité de fait. C'est la manière dont ils se présentent, c'est la manière dont ils le revendiquent, et c'est ce à quoi nous ne faisons face. Donc soit nous décidons et nous acceptons de regarder la réalité telle qu'elle est, soit effectivement nous la voyons au travers de filtres qui sont ceux de pseudo-puristes qui en réalité enveniment les situations. Et ce fonctionnement des bandes sur des bases ethniques, religieuses et criminelles, l'exemple paroxystique que nous avons pu avoir il y a quelques années de cela, justement, c'était déjà Mohamed Merah. Non mais... Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut de certains émeutiers qui font de la merde, mais qu'est-ce que tu ramènes Mohamed Merah là-dedans, quoi? Enfin, je veux dire, c'est une putain de honte, quoi. C'est une honte, tu nous dis au début, ouais, Naël, c'est pas un petit ange et tout, et puis là, maintenant, il y a Mohamed Merah qui arrive dedans, enfin, c'est un type qui allait buter des enfants juifs, enfin, sincèrement, c'est honteux. C'est honteux qu'un mec comme ça, qui a une formation politique en plus, qui est censé connaître un peu l'histoire, se retrouve à essayer de boutiquer par-ci par-là chez tous les médias de droite qui sont islamophobes, genre Radio Courtoisie et tout, et puis là qui arrive et qui nous explique non mais attendez, ouais, Mohamed Merah, 2 secondes après nous avoir parlé des émeutiers, on remet, qu'est-ce qui nous ramène Mohamed Merah, on remet pour essayer de lui donner une chance, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Nous la voyons au travers de filtres qui sont ceux de pseudo-puristes qui en réalité enveniment les situations. Et ce fonctionnement des bandes sur des bases ethniques, religieuses et criminelles, l'exemple paroxystique que nous avons pu avoir il y a quelques années de cela, justement, c'était déjà Mohamed Merah, passer de la délinquance au djihad. Non mais attends, ça n'a rien à voir, mec, mais c'est n'importe quoi, hein. Et donc, quand on entend notamment... Non mais vas-y, mais c'est comme si moi je disais, ouais, Loïc Chéniaud, il traîne avec l'extrême droite, donc c'est comme Breivik qui a tué 200 personnes. Je veux dire, je suis pas con, tu vois, je sais bien que Loïc Chéniaud, c'est pas comme Breivik, quoi, enfin... Oh. Mélenchon, notamment la France insoumise, nous dire qu'en réalité, ces émeutes, elles sont le fruit de populations qui manqueraient d'infrastructures étatiques. Alors déjà, c'est un comble quand on connaît, comme c'est mon cas et je l'ai souvent rappelé, les déserts que représente la ruralité. Enfin d'ailleurs, il n'y a plus de ruralité. Mais c'est quoi ce sophisme? C'est pas parce qu'il manque des infrastructures étatiques dans la ruralité qu'il en manque pas dans les banlieues. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas du tout la même densité de population, il n'y a pas autant de différences culturelles qui font que les gens vont se renfermer. Enfin voilà, c'est pas du tout la même chose, la campagne et la banlieue, et c'est pas pour dire il y en a un qui est comme il y en a un qui est pauvre, l'autre n'a pas le droit de se plaindre d'être pauvre. Enfin, c'est ridicule.
lutter pour parler justement, mais les déserts que représentent aujourd'hui les campagnes et dans lesquels justement il n'y a absolument plus rien, plus d'écoles, plus de bureaux de poste. Et en plus de ça, dans les campagnes aussi, du coup, il y a un espèce de regain identitaire. Et les campagnes, d'après toi, Loïc, pourquoi est-ce qu'elles votent Front National? Parce qu'il y a un regain identitaire. Bah là, c'est exactement pareil dans les banlieues. Mais vraiment, enfin, c'est ridicule. Boulangerie, plus d'artisanat, rien du tout. À tel point même qu'effectivement, pour les gens qui vivent dans des quartiers sécurisés, encore une fois, ces nouvelles couches moyennes supérieures, la petite mondanité parisienne... Loïc, si tu le critiques, en fait, tu deviens tout de suite la petite mondanité parisienne supérieure, machin. Je suis sûr qu'il pense ça de moi, c'est sûr et certain. Hein. On n'a pas le droit de le critiquer, en fait, sans gagner 15K par mois en étant dans un SUV à Paris. Hein. Les étudiants du NPA ou les gauchistes donneurs de leçons qui vivent très souvent dans des quartiers sécurisés duquel ils disposent absolument tout dans leur rue, eh bien finalement ils ne comprennent pas que rien c'est rien en fait. Là où je vis, à proprement parler, il n'y a rien. L'hôpital le plus près est à 40 minutes de voiture et on pourrait comme ça en parler longuement. Et tu crois qu'en Seine-Saint-Denis, l'hôpital c'est hyper accessible, enfin... Oui, les campagnes sont abandonnées, on le sait. C'est pas pour autant que tu peux dire que du coup, il n'y a pas à se plaindre de la banlieue. Donc déjà, c'est globalement faux. Ça, c'est la première chose. Pour les écoles, j'en parle même pas. Hein. Dans les campagnes françaises, c'est une catastrophe. Et au contraire, toutes ces infrastructures étatiques se présentent... Ouais, entre toi et moi, après, moi, j'ai jamais vécu en banlieue aussi, mais je préfère vivre à la campagne qu'en banlieue. Et je pense que les écoles sont... Je préfère mettre mon gamin dans une école de campagne que dans une école de banlieue. Donc c'est étonnant parce que je pense que c'est aussi ton cas, Loïc. Ou sinon, si tu penses vraiment que la banlieue c'est mieux à vivre que la campagne, quitte ta campagne, va vivre en banlieue. Sois cohérent, je veux dire, va mettre tes enfants qui profitent des infrastructures de banlieue, comme tu nous expliques que la campagne c'est pire. À eux, à ceux qui ont décidé de faire ces sessions ici dont nous parlons aujourd'hui, comme un obstacle entre eux-mêmes et leur volonté de nuisance, en réalité. C'est-à-dire que finalement, eh bien, chaque fois qu'une infrastructure étatique se présente à eux, l'objectif conscient, à l'heure actuelle peut-être pour certains, inconscient pour une majorité peut-être, c'est de le détruire, parce que derrière se présente à eux justement l'État-nation qu'ils refusent par définition. Et donc les positions adoptées aujourd'hui... Et pourquoi est-ce qu'ils refusent l'État-nation ? Explique-nous, tu nous dis, on a l'impression que les mecs par essence ils refusent l'État-nation. C'est complètement débile, on voit bien que dans les années 60, les immigrés arrivaient mieux à s'intégrer dans l'État-nation français, peut-être parce qu'il y avait plus de perspectives économiques. Aujourd'hui, on est dans une crise économique, et donc évidemment, c'est les premiers à être désintégrés, et déjà qu'ils n'étaient pas très intégrés, ils ont beaucoup moins accès en fait à ça. Par des groupes comme la LFI sont totalement grotesques, pour ne pas dire... Pourquoi il attaque le seul que des partis de gauche, notamment la LFI, qui est un des groupes, voire le groupe qui est le plus apte de prendre le pouvoir en France et de porter une politique avec laquelle il devrait être en accord quand même. Enfin, je sais pas, à part s'ils préfèrent... je veux dire, on a l'impression qu'entre la FI et Zemmour, ils pratiquent plus la FI, quoi. Enfin, c'est honteux. Complètement aliénatoire en réalité. Il y a une forme finalement aussi là de subvention qui apparaît comme un tribut à payer aux pillards en réalité, dans une logique de chantage du fait d'un État qui est incapable de contrôler ses marges. C'est-à-dire que finalement on va essayer, plutôt que de regarder la réalité en face, de négocier, de produire un chantage, de dire on vous octroiera davantage de subventions pour avoir davantage de choses, etc. Ces mêmes choses qui seront dans la foulée détruites. Et clairement, non mais enfin, c'est quoi cet essentialisme ? Pourquoi il dit que forcément si on construit un truc en banlieue, ça va être détruit ? Ça dépend ce que tu fais, Loïc. Ça dépend ce que tu fais. Si les mecs, leur seule possibilité, c'est d'aller dans des écoles pour essayer d'avoir un avenir, mais en fait leurs écoles elles sont pourries. Ils n'ont pas forcément les moyens pour avoir des professeurs particuliers. Si du coup ils doivent faire des boulots sans diplôme, et que les boulots sans diplôme c'est chauffeur Uber Eats, c'est des trucs comme ça qui sont mal payés, ben ouais, les mecs ils vont avoir tendance à tomber dans la drogue, dans des conneries. Oui, mais en fait du coup tu peux régler au niveau social des choses, à part si tu considères que par essence ces gens-là ne sont pas solubles dans la nation, auquel cas faut que tu nous le dises clairement. Mais je vois pas pourquoi par essence ils devraient forcément refuser toute infrastructure, toute subvention ou je sais pas quoi. Ça dépend ce que tu fais en fait de ces infrastructures et de ces subventions et ce que tu proposes. Clairement, il faut le dire, nous n'avons pas ici affaire à des jeunes. Alors effectivement, nous avons affaire à certains jeunes de par l'âge qu'ils ont. Et d'ailleurs, là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que ce n'est pas pour rien si on y envoie des jeunes de 12 à 17 ans qui sont... Si on y envoie, on croirait qu'il y a un complot. C'est insupportable.
Finalement moins répréhensible, comme c'était d'ailleurs le cas aussi de Naël, justement, mais cette qualification ne veut absolument rien dire. Il est à deux doigts de nous dire que c'est la mère de Naël qui a envoyé Naël, là. Qui a envoyé Naël prendre la voiture. De quel jeune parlons-nous ici? Employer ce qualificatif permet simplement de dire, vous voyez, il faut que jeunesse se passe, c'est pas bien grave, etc. Mais non, la majorité des jeunes aujourd'hui en France, ils se tiennent correctement, ils se tiennent droit, ils n'ont pas décidé de faire ça. Ils se tiennent droit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? Mais ils ont pas la même vie. Enfin, tu peux pas comparer les jeunes, je sais pas, de là où t'habites, Loïc, où c'est relativement calme, où ils sont 20 par classe parce que t'es à la campagne et tout, et la Seine-Saint-Denis avec des parents qui roulent pas sur l'or, avec des problèmes. On sait là-bas qu'il y a plus de drogue, il y a plus de trucs comme ça. C'est des endroits où c'est plus violent et tout. Tu peux pas comparer en fait. Enfin, tu peux pas dire oui, il y a des jeunes qui arrivent à s'intégrer, c'est la faute. Enfin, là d'un coup le mec perd tout aspect de compréhension structurale, quoi. Il est censé être marxiste. Il est censé être marxiste. Faudrait qu'il nous explique pourquoi est-ce que ces gens-là sont devenus comme ça. Et du coup, en comprenant pourquoi, on pourrait agir sur les causes. Non, il dit juste ouais, il y a des gens qui se tiennent droit et les Arabes ils se tiennent pas droit en fait. Sécession, ils ne remettent pas en cause la loi, etc. Et c'est pas pour autant, justement, qu'ils ne sont pas en capacité, au contraire même, d'avoir une réponse politique efficace et efficiente, et c'est ce dont ils ont envie. Là, on n'est pas du tout sur un versant politique au sens où on entrevoirait ici une ouverture plausible et paisible pour l'entièreté de la nation. Au contraire, on est sur des exactions tribalistiques qui consistent justement à mettre un terme à l'État-nation et au peuple qui vit dans cet État-nation et qui la constitue. Et c'est vraiment là on voit aussi des mecs qui sont en flip total, hein, parce que je suis désolé, des Tatiana, des Loïc, enfin c'est des gens qui ont eu toute une éducation politique révolutionnaire avec des grandes figures révolutionnaires, Robespierre, même les gilets jaunes. Je veux dire, les gilets jaunes, ça brûlait des voitures, ça faisait de la merde sur l'Arc de Triomphe, ça pillait des magasins. Robespierre, évidemment, c'était extrêmement violent. Là, on a 5 jours de dites émeutes dans la France. On a 0 mort pour l'instant. On a 1 mort en Guyane, mais on ne sait pas si c'est dû à l'émeute. À la limite, on peut le mettre dedans si on veut. On a 1 pompier, mais on nous dit que c'est pas dû à l'émeute. Peut-être du dedans, mais voilà, c'est pas un truc extrêmement violent. Et les mecs, ils nous expliquent que voilà, ces populations ne sont plus intégrables, ils ont fait sécession, ils ont choisi, c'est des gens extrêmement violents. Je suis désolé, quand ils vont dans des magasins, quand ils brûlent même des voitures, c'est con de brûler des voitures. Moi je suis pas pour brûler des voitures, mais brûler des voitures, ils vont pas aller violer des nanas ou fracasser des types, quoi. Il y a 2-3 vidéos qui traînent où il y a des gens qui sont violents, mais de manière générale, on peut pas dire que ce soit extrêmement violent. Donc commencer à nous dire que voilà, c'est impossible de faire autrement que de dénoncer des émeutes violentes et qu'on peut pas comprendre du coup le statut politique de ce qui est en train de se passer, c'est perdre son calme. Merci pour cet approfondissement du concept de sécessionniste. Comme je le disais plus tôt, c'est des développements que vous pouvez retrouver donc dans Pour une souveraineté intégrale, publié aux éditions Perspectives Libres. Donc je vous invite vraiment à vous procurer le livre. Pour continuer sur ce sujet, on va maintenant parler d'un sujet hautement sensible, l'immigration. Pour introduire un petit peu ce sujet, on a vu que il nous parle d'immigration. Le Premier ministre polonais sur Twitter a publié une vidéo où il compare un pays avec d'un côté une forte immigration, la France, montrant les émeutes, et de l'autre, voilà, de manière un peu caricaturale, il montre une Pologne paisible avec une immigration moindre. Évidemment, il construit une corrélation évidente entre une forte immigration et une forte insécurité. Donc, bien sûr, on comprend bien le caractère caricatural de ça, mais comment on pense le lien entre ces émeutes et la question de l'immigration? Parce qu'il y a bien un lien. Alors d'abord, encore une fois, il faut rompre avec l'idée. C'est excellent, hein. C'est vraiment excellent. En fait, on se croirait vraiment sur Radio Courtoisie maintenant quand on écoute ça. Hein. L'idée d'après laquelle la lutte contre l'immigration serait intimement liée au racisme. Tout cela d'ailleurs, quelque chose de très franco-français, très lié finalement au gauchisme en France, un gauchisme qui n'est que le revers encore une fois du libéralisme, et c'est la raison pour laquelle nous nous défendons d'être de gauche, puisque la gauche a toujours été composée des libéraux, et en fait là encore une fois... Ça c'est un avis qu'on entend souvent, qui est de dire la lutte contre l'immigration, ça n'a rien à voir avec la lutte contre les immigrés. Je suis désolé mais si.
En fait, c'est une pensée abstraite de dire la lutte contre l'immigration, ça n'a rien à voir avec la lutte contre les immigrés, parce que dans les faits, si, ça a à voir avec la lutte contre les immigrés. Je m'explique. Vous avez demain un bateau qui arrive, est-ce qu'il faut l'accueillir, est-ce qu'il faut pas l'accueillir? Et ben le mec qui te dit ah ouais je suis contre l'immigration, il va avoir tendance à pas vouloir l'accueillir et donc de fait il lutte contre des immigrés. C'est comme si je vous disais oui je suis contre le capitalisme, mais je suis pas contre la bourgeoisie. Je veux dire ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens comme truc. Si t'es contre le capitalisme, c'est que t'es pour engager un rapport de force avec la bourgeoisie quoi. Au bout d'un moment les mecs qui disent non mais voilà moi c'est pas contre les gens et tout, bah si t'es contre l'immigration, de fait tu te retrouves quand même à lutter un peu contre les immigrés et il y a un aspect quand même racial à l'immigration en France. On sait, bon, je crois que d'ailleurs qu'elle vient pas majoritairement d'Afrique, il faudrait vérifier, mais je crois qu'elle vient aussi pas mal d'Europe de l'Est. Mais il y a un aspect racial à tout ça. C'est débile de nier. On sait tous quand on parle d'immigrés, de quoi on parle quand même. Quand on parle d'immigrés, on parle souvent de gens d'Afrique du Nord et d'Afrique. C'est être faux cul de dire l'inverse quand même. Parce que cela participerait au bonheur de tous. On voit bien que malheureusement ce n'est pas le cas et ça participe au bonheur de personne, si ce n'est, encore une fois, à ceux qui ont des intérêts convergents dans la destruction de la souveraineté nationale, bien sûr. Mais finalement, pour une frange d'ailleurs de ceux qui participent de cette immigration et surtout pour ceux qui la subissent de plein fouet, eh bien en réalité, ce n'est absolument pas une chance et ce n'est le cas pour absolument personne. Au contraire même, on pourrait voir justement dans l'instauration des frontières, comme l'avait très bien rappelé Régis Debray d'ailleurs dans son opuscule qui est un best-seller à juste titre d'ailleurs, eh bien qu'il y a là une vocation profondément humaniste et réellement internationaliste, c'est-à-dire entre les nations, bien comprises encore une fois. Et donc là, on voit bien qu'il y a un problème qui n'est pas uniquement encore une fois d'un ordre économique et on ne peut pas penser ces problématiques migratoires à l'aune de ce que pouvaient en dire uniquement Marx ou Jaurès, etc. dans des flux. Avant, ces mecs-là parlaient de Marx ou Jaurès pour dire voilà, ils étaient contre l'immigration et depuis qu'on a réussi quand même à battre ces gens-là sur leur terrain, c'est leur dire bah non, en fait, c'est pas vrai. Marx et Jaurès, ils disent oui, l'immigration, ça peut faire du dumping social. Mais c'est quoi en fait les solutions de Jaurès? Bah, c'est d'instaurer le minimum, le salaire minimal. C'est là où en fait on sort de la logique du mec anti-immigration. C'est oui, d'accord, si vous avez des gens qui arrivent et qui travaillent pour 3 fois moins, en fait ça fait du dumping social, ça fait baisser les salaires. Donc la solution du mec de droite, c'est faut pas que les gens arrivent. La solution du mec de gauche, bah, c'est ouais, bah, du coup il faut mettre un minimum de salaire. Bon, c'est quand même dingue de rappeler ça, mais bon, bref. Oui, dans des problèmes. Et juste, je voudrais rappeler aussi que là, leur truc, oui, l'immigration, la Pologne se frotte les mains, mais la Pologne, elle est si sûre que ça au niveau de la violence. Je veux dire, là, je suis en train de regarder des cartes vite fait sur Internet. Il y a beaucoup plus de violences faites aux femmes en Pologne. Enfin, faudrait vérifier, mais je suis pas persuadé que la Pologne ce soit beaucoup plus calme qu'ici. Hein. Thématiques culturelles qui sont d'un autre ordre et dans une période où l'État s'est complètement délité, détruit, dépéri pour laisser place justement aux mafias, aux groupes communautaires, à tous ceux qui, nous le disions précédemment, font sécession et décident finalement d'être en rupture vis-à-vis de ça. Il n'y a plus d'assimilation possible à ce titre-là, tout simplement. Non pas parce que nous ne le souhaiterions pas. Il n'y a plus d'assimilation possible. Non mais la dégringolade de Loïc quoi. Il n'y a plus d'assimilation possible, voilà, et on leur a tendu la main, ils nous ont craché dedans, donc au bout d'un moment, voilà, le lumpen prolétariat, ça va 2 minutes. Hein. D'accord, mais parce que de fait, la réalité face à laquelle nous sommes en présence ne le rend plus possible de par le délitement de l'État. Parce qu'il y a très clairement une chute de... Mais c'est pas le délitement de l'État qui fait qu'il n'y a plus d'assimilation réelle actuellement, qu'il n'y a plus d'intégration de certaines populations, qu'elles sont désintégrées, qu'elles ont tendance à avoir un repli identitaire. C'est parce qu'il y a une crise. Parce qu'il y a une crise du néolibéralisme. Enfin, je veux dire, c'est ouf, le mec est censé être marxiste, il te dit oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'État. C'est quoi le truc? Tu veux un État plus autoritaire et qu'on rétablisse l'ordre et puis qu'on... Voilà, il faut rétablir l'uniforme. Je pense que vraiment, là, on va créer de l'intégration sociale. De la République, incapable d'ailleurs de tenir à sa marge ceux qui refusent l'unité nationale, ce qui est le propre justement d'un État extrêmement faible, extrêmement affaibli, et tout cela correspond à la logique impulsée par nos... Pourquoi est-ce qu'ils refusent l'unité nationale, Loïc ?
derniers gouvernements successifs et qui vise à la destruction de l'État-nation au profit des eurorégions, du pacte girondin, de la destruction de la République, de territoires qui correspondent à ceux des intérêts justement de la classe dirigeante comme l'Union européenne, etc. Des choses que j'ai pu décrire dans mon dernier livre et que j'ai pu rappeler à longueur de vidéo. Enfin, il faut évidemment détruire, je le disais, ces mafias qui vivent. J'ai l'impression d'écouter un mélange entre Soral et Asselineau de Wish, quoi. Sur cette immigration, qui contrôlent, l'instrumentalisent, permettent de rendre possible les passeurs qui jouent, on l'a vu récemment là aussi dans l'école qui est occupée par des migrants dans le 16e, qui sert justement à instaurer un rapport de force politique contre la population qui cherchait à ce qu'il n'y ait pas un énième bâtiment qui soit construit dans ce lieu, etc. Et où finalement, tout à coup, on arrive à organiser tout un réseau de migrants dont on nous laisserait croire qu'ils se déplacent d'eux-mêmes jusqu'à... Ce type, son combat politique, c'est de défendre les habitants du 16e arrondissement contre l'invasion des migrants dans leur arrondissement, quoi. Le mec ne se dit pas « Tiens, c'est bizarre, j'ai une proposition serait majoritairement soutenue par l'électorat d'Éric Zemmour et d'Éric Ciotti, quoi. » Faut protéger le 16e arrondissement de l'invasion migratoire, hein. Oh là là, qu'à cette école, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Donc, il nous faut évidemment un contrôle démocratique de l'État pour assurer la sécurité de tous, et on s'en sens le plus large. Quel rapport avec la sécurité de tous? Tu nous expliques qu'il y a des migrants dans une école. Tu nous expliques pas en plus que les migrants ont été violents, tu vois. Il y a des migrants dans une école. Pourquoi ça te fait câbler? En plus, tu vis à la campagne. Oh là là. C'est-à-dire que nous fonctionnons... Ce mec, en fait, il y a 50 ans, il aurait lutté contre Emmaüs. Il aurait dit « Ah non, mais attendez, c'est honteux. Mais attendez, il y a des migrants, il y a des pauvres. Et là, on vous les met là. Mais c'est pas à côté de chez vous. Hein. » Oh là là. Sur nos deux jambes, quand nous parlons de reconquête de la souveraineté nationale et... Reconquête de la souveraineté sur le travail, c'est parce que pour avoir une véritable sécurité sociale qui fonctionne, encore faut-il un État-nation qui soit la réciproque et le reflet. Et pour avoir une sécurité sociale qui fonctionne, Loïc, je vais t'expliquer un truc. Il faut éviter, dans ce moment de tension et de renouveau du clivage droite-gauche, de faire le jeu de la droite qui veut la détruire, en fait. En fait, c'est le premier point. Tu vois, le premier point, c'est éviter d'aller donner du grain à moudre en crachant sur la gauche dans tous les médias de droite et en disant « Ah ouais, si vous êtes marxiste, faut voter plutôt anti-woke parce qu'ils sont dangereux. » En fait, c'est ça la première chose à faire si tu veux sauvegarder un tout petit peu la sécurité sociale, tu vois. D'une souveraineté populaire, politique et démocratique, donc qui soit en mesure de s'auto-déterminer à échelle nationale et qui ne soit pas aux mains justement de quelques tenants du capital. Et donc il faut la sécurité sur les territoires, bien sûr, parce que si déjà cette sécurité-là n'est même pas acquise, alors... Mais tu sais, Loïc, les thèses de l'insécurité et tout, c'est pas des choses qui sont sociologiquement prouvées. Après, tu vas nous dire quoi? C'est des gauchistes, en fait, les gens qui font les études de sociologie sur les... alors, il y a des délits qui ont augmenté, les crimes ont baissé, voilà, mais il n'y a pas de quoi être dans le même logiciel politique que Cro-Blanc, en fait. Il n'y a pas de quoi, hein, sauf, évidemment, si tu vas dans les mêmes médias que lui et que tu regardes les mêmes médias, au bout d'un moment, tu es un peu matrixé, mais... Voilà, c'est mettre en avant ces thèmes sécuritaires tout le temps en disant il y a un gros problème là-dessus, c'est déjà un CSC et je te l'avais dit quand on t'avait fait un peu la leçon sur les auteurs que tu prétends avoir lus, notamment Lucien Goldman, avec Antoine Goya, quand tu reprends les jugements de fait de l'extrême droite, tu reprends les jugements de valeur. C'est-à-dire que si toute la journée était là en train de dire le problème c'est les racailles de banlieue et l'insécurité, la solution elle est assez simple, tu vois. La solution, elle est assez simple parce que tu présentes de telle manière les choses que tu vas pas avoir une solution de gauche, tu vois. C'est comme si toute la journée tu présentes un peu à la Bégodeau, tu dis non mais attendez, le problème c'est l'exploitation quand même. Comment tu veux, à partir d'un moment où tu penses que le problème c'est l'exploitation, avoir une solution de droite? C'est très très dur en fait. Là c'est pareil. Donc si à boucler toute la journée sur la sécurité, tu donnes du grain à moudre à la droite. Et du coup tu donnes du grain à moudre aux gens qui veulent détruire la sécurité sociale en France. Or, la sécurité politique et donc la sécurité sociale dans son sens le plus large, pas uniquement carte vitale, etc. Mais le fait de pouvoir bénéficier effectivement de ce qui est trop vite considéré comme des acquis, mais qui demeure à conquérir, est rendu impossible. Donc, tous les socialistes de par le monde, d'ailleurs, tous les mouvements de libération nationale seraient d'accord avec le discours que nous sommes en train de tenir là. Tous les pays, tous les groupes politiques, qu'ils soient socialistes ou non, de manière générale, le seraient aussi. Et donc, il y a Alors, les mouvements de libération nationale, Loïc,
C'est en fait dans des pays souvent qui sont sous domination impérialiste. On peut considérer que la France est un peu sous domination américaine, oui, beaucoup sous domination américaine si tu veux, mais c'est aussi un pays impérialiste. Et donc, nous expliquer qu'il faut un mouvement de libération nationale, c'est quand même prendre le risque de voir la bourgeoisie nationale, c'est-à-dire Bolloré, c'est-à-dire Bernard Arnault, c'est-à-dire, je sais pas, Drahi, tout ça, prendre le lead. Et je suis pas sûr que ce soit si bien que ça, tu vois. En fait, Bernard Arnault, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Hugo Chavez, tu vois. C'est pas, tu peux pas comparer et bander sur le Burkina Faso de Sankara en France en 2023, ça n'a aucun sens. C'est pas une analyse matérialiste, ça. C'est une analyse purement idéaliste qui te permet du coup de prendre avec toi les signifiants d'État-nation et qui permet après d'être invité sur Radio Courtoisie parce que tu te dis ouais, il faut quand même qu'on retrouve l'État-nation, tu vois. Il n'y a rien d'aberrant. Ce qui est aberrant, justement, c'est de s'y refuser pour des raisons qui relèvent du gauchisme mental, du baltringage, et en réalité... Du baltringage, non mais, enfin, je suis désolé, mais tu donnes... Enfin, regarde-toi, Loïc, regarde-toi, arrête de traiter les gens de baltringues, c'est ridicule. De l'incapacité, justement, à faire corps, à comprendre ce qu'est une nation et un mouvement de libération nationale. Oui, tu fais bien de le dire, il n'y a absolument rien de choquant dans ce que tu viens de dire. Ouais, voilà, il n'y a absolument rien de choquant. J'adore parce qu'il est interviewé toujours par un mec qui lui suce la tub. Et après, dès qu'il y a une vidéo de Loïc Chéniaud, il y a 30 000 gars de son crew, là, les 30 mêmes mecs que tu vois tout le monde qui sont là, oui, merci d'avoir invité Loïc, il est très pertinent. Et tu sais, ils se like tous entre eux, c'est trop marrant. C'est vraiment trop marrant quand ils se textent. Comprendrait nos contradicteurs gauchistes s'ils n'étaient pas stupides ou de mauvaise foi. Donc, pour poursuivre, on reste sur ce sujet des émeutes. On a vu des forces de police complètement dépassées par les événements. On avait déjà abordé le sujet des forces de l'ordre dans un précédent entretien, montrant que le problème était grandement le fait d'une destruction par la classe politique d'une véritable force de police républicaine. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce sujet ? Alors effectivement, le constat d'une police complètement démembrée, désarticulée, mal formée, mal contrôlée, etc., on l'a fait à plusieurs reprises, et d'ailleurs je renvoie justement ceux qui s'intéressent à notre long entretien sur cette question très récemment, qu'ils pourront retrouver sur la chaîne YouTube dans les dernières vidéos. Donc on va pas s'y étendre nécessairement davantage. Maintenant, ce constat est établi, il est très clair, nous le faisons nôtre, nous... Ça c'est incroyable avec Loïc Chéniaud, il est toujours comme ça. Oui, donc ça nous l'avons déjà très longuement dit, à juste titre, et en fait au lieu de répéter, je sais pas, quand t'as fait un truc long, tu peux résumer vite fait ta pensée, t'es pas obligé de renvoyer à quelque chose que les gens ont peut-être pas vu en disant oui c'était très pertinent et puis de pas dire ce que t'as dit, quoi. Aussi, nous comprenons qu'il est lié en bonne partie à un manque d'effectifs et d'ailleurs à un recours du coup à certaines méthodes et pratiques que je décrivais dans la vidéo en lien justement avec cette destruction du service public, et qui est une destruction générale qui va de pair avec l'ensemble des secteurs du service public. On pourrait parler de la santé, de l'école, etc. C'est la même chose ici en réalité. Et donc, eh bien, on ne dispose plus d'une police républicaine, ce qui pose un certain nombre de problèmes, bien évidemment. Et tout cela corrobore, là encore, avec des choses que j'ai pu expliquer par ailleurs dans mon livre mais aussi en vidéo sur le techno-féodalisme, c'est-à-dire sur la recomposition territoriale et politique. Après, ouais, ça peut être dangereux hein, quand même de boucler sur la police, sur ouais, il faut en engager plus et tout, en période justement où c'est les thèses de Macron, quoi, de Darmanin. Encore une fois, moi je suis pas forcément contre si c'est une police qui est bien contrôlée, que c'est pas la police nationale, quoi, mais donner des armes pour se faire battre, c'est jamais la bonne idée, quoi. Et économique que nous sommes en train de subir, et qui laisse entrevoir effectivement des tribus, des groupes ethniques, des groupes féodaux qui sont en train de prendre le contrôle des territoires et se défaire totalement de la République. Donc face à ça, disons-le, là où l'État est absent, doivent se constituer des poches de résistance encadrées, solidaires et organisées. Donc pas de remplacement de la police, mais que l'État... Quoi ? Il veut monter des genres de milices ? Et se défaire totalement de la République. Donc face à ça, disons-le, là où l'État est absent, doivent se constituer des poches de résistance encadrées, solidaires et organisées. Donc Quoi ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Non mais c'est un délire le mec. Ah bah ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ça va bien se passer. D'ailleurs, à Lyon, je crois qu'il y avait eu un truc comme ça. Ils ont écouté Loïc Chéniaud et puis voilà, ils sont descendus. Je crois que c'était
80 à 100, ils sont voilà, 80 à 100 fascistes armés sont ce soir dans les rues de Lyon pour commettre des agressions racistes sur des jeunes isolés. Non, c'est pour protéger, je pense que voilà, c'est la police par le peuple en fait. Ils ont dû voir la vidéo, je pense. Ils sont là les bâtards. Ils sont là les petits bâtards. Ils sont là les petits fils de pute là. Mais pourquoi elle insulte? C'est une police citoyenne. Ils sont là les petits bâtards. Ils sont là les petits fils de pute. Donc, bon, qu'est-ce qu'il nous raconte du coup, Lolo? Pas de remplacement de la police, mais acter le fait que l'État n'est plus capable de protéger seule la population française et qui doit... Non mais ces gens, mais entre Tatiana et lui, c'est des oufs, hein, c'est des oufs. Il faut qu'ils voient 5 jours de révolte vénère et tout dans les quartiers. Et les mecs, ils appellent à fonder des groupuscules pour se défendre soi-même, à s'armer, quoi. C'est ouf, hein. On doit donc prendre acte de cela. Encore une fois, nous faisons le travail de prendre en compte la réalité telle qu'elle est et pas notre imaginaire. Et nous avons assisté sur les réseaux sociaux à des scènes où des travailleurs français tentent d'agir face justement à cette délinquance, mais se retrouvent seuls et ne peuvent rien faire. Il faut donc inverser la balance là où c'est encore possible. On a vu notamment cette vidéo de ce chauffeur poids lourd passer à tabac alors qu'il essayait justement de protéger en plus de ça une vieille dame. C'est là qu'on voit un peu les délires mentaux, encore une fois, des gauchistes qui présentent ça comme... Mais quel rapport avec les gauchistes? Je crois que je connais aucune personne qui est pas contre ce truc-là, qui dit pas que c'est une connerie, qui dit pas que c'est honteux, qui sont pas du côté en fait du mec qui s'est fait agresser. Il y a pas un gauchiste qui va dire ouais non c'est très très bien, faut agresser les camionneurs. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain, mais c'est vraiment des amalgames. Mais on croirait du Cro-Blanc, quoi. Ah ouais, en fait les gauchistes ils sont pour ça, mais personne n'est pour ça, mec, personne n'est pour ça. Comme le Grand Soir. Déjà, ça montre que leur idée de la révolution est complètement stupide. Mais personne dit que c'est le Grand Soir d'agresser des mecs dans des camions. Et qu'en plus de ça, ils ne comprennent vraiment absolument rien à ce qui est en train de se passer. Donc nous... Mais toi, tu comprends rien à ce qui est en train de se passer. T'invites à former des groupuscules pour se défendre. T'expliques que c'est de la racaille qui font sécession et qui sont contre l'État, comme si il n'y avait pas un historique derrière tout ça et qu'on pouvait pas comprendre ça et qu'on pouvait pas les considérer comme des sujets politiques, quoi. Et tu nous expliques que c'est nous qui comprenons rien, quoi. C'est honteux, hein. Nous formulerions la proposition d'une police populaire démocratique sur le modèle, typiquement, du citoyen. Police populaire démocratique, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Citoyen soldat producteur, encore une fois, c'est-à-dire... Ouais, le citoyen soldat producteur, voilà, c'est Oratores, Bellatores, on vend le t-shirt chez Contre-Culture, hein. Pourquoi pas une sorte de pouvoir de maire subalterne? On sait très bien que le maire dispose dans sa commune de pouvoirs de police, et donc il est à l'intersection en réalité entre la police républicaine et le fait d'être élu, c'est-à-dire par voie démocratique, eh bien une forme de... Mais j'attends de te voir en armes avec ton petite équipe là de l'Institut Homme Paypal, vous voir comme ça là en uniforme et tout, et je veux voir cet exemple réel et que vous alliez dans les quartiers protéger les gens. J'attends de le voir. Je veux une vidéo d'une nuit entière, un live complet pendant une émeute de Loïc Chéniaud qui est là pour protéger la veuve et l'orphelin. Je veux le voir. De maires subalternes, c'est-à-dire finalement proposer des citoyens soldats producteurs. Et ceux qui ne comprennent pas ça ne comprennent rien en réalité aux logiques présentes des mutations du capital que j'ai pu décrire pour une souveraineté intégrale. Voilà, ceux qui comprennent pas qu'il faut former des groupuscules pour se défendre, ils comprennent rien, hein, ils comprennent pas du tout le bon sens et le marxisme. Et en armes, non pas sur un modèle libertarien, mais contrôlé et à même de suppléer, encore une fois, à l'inaction bien réelle de l'État. Il ne s'agit pas de tuer, mais d'empêcher les exactions à l'égard de la nation, tout simplement. Et donc, constituer ici des poches de résistance avec, non pas des milices, mais bien de la police populaire démocratique contre... Ah, le mec, c'est trop bien. Non pas des milices, mais des groupuscules de défense, d'autodéfense citoyenne. On croirait les droitards qui essaient de se défendre quand ils se font dissoudre des associations, quoi. Contrôlé, encadré et régionalement aussi, ce serait là une première forme, effectivement, de résistance face à ceux qui décident de faire sécession. Tu as déjà commencé à répondre à la question que... Bon, je vais pas aller plus loin parce que je crois que j'avais regardé la fin, que c'était pas incroyable. On va passer
à la suite. Mais c'était pour vous voyez ce qui est devenu Loïc Chéniaud.